Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'atterrissage, après cette fameuse décision qu'on prête à M. Bouteflika, cet atterrissage n'a pas été très brutal, puisque nous nous y attendions un peu. Nous savions tous que ce régime n'allait pas ainsi accepter de déguerpir sans s'accrocher, sans tenter de manipuler la situation, sans recourir à tous les moyens à sa disposition. Très certainement jusqu'à la répression armée, si tant est que l'armée acceptera d'aller à des attitudes extrêmes, juste pour qu'une mafia puisse se maintenir au pouvoir. Oui, le premier enthousiasme passé, après le formidable bonheur que nous avons tous ressenti, après ce sursaut du peuple algérien, que personne n'avait imaginé, du moins dans l'ampleur qui fut la sienne, et qui continue de le distinguer. Nous avons donc vite compris que ce régime allait refuser de partir, mais nous ne pensions pas qu'il allait user de ces grossiers subterfuges qu'il vient de nous sortir. Nous avions écarté toute idée que ses habituels alliés, que ses habituels protecteurs, allaient continuer à le couvrir malgré la formidable résistance du peuple algérien et malgré les risques majeurs qui planent sur tout un pays, sur toute une région et même sur l'autre côté de la Méditerranée. Mais venons-en aux faits. Que vient-il donc de se passer ? Après les très impressionnantes manifestations de la rue algérienne, qui avaient provoqué une véritable clameur internationale et étonné le monde entier par leur haute tenue civique et par la conscience politique qui les portait, pour exprimer le refus le plus absolu des Algériens d'un cinquième mandat, mais pas seulement, pour le rejet de tout le régime, pour un cinquième mandat pour un président qui n'était même plus l'ombre de lui-même et qui n'était plus qu'un pitoyable otage d'une mafia qui régnait en son nom. Une mafia qui avait littéralement dévasté le pays, qui l'avait ruiné, qui avait saccagé ses richesses et qui le menait, et qui continue de le mener, droit au chaos. Tout le monde, y compris les opinions publiques internationales, avait pensé que ce régime n'avait plus qu'une seule possibilité, négocier les conditions de son départ. L'impunité pour certains de ses membres et des garanties qui ne seraient pas poursuivies pour les turpitudes très nombreuses et très graves auxquelles il s'était livré 2 décennies durant. Ce dénouement semblait d'autant plus inéluctable qu'une partie de l'armée et d'autres forces de sécurité semblaient avoir rallié les aspirations populaires et menacé, parfois ouvertement, de ne pas se soumettre à une éventuelle décision du régime de se maintenir par la force. C'est d'ailleurs cette éventualité de sédition au sein de l'armée qui avait confiné le haut commandement de l'armée à une attitude très conciliante qui était de jour en jour plus sympa, allez, disons-le comme ça, avec les manifestants, jusqu'à faire dire au chef de l'armée, M. Ahmed Gaïd Saleh, que celle-ci, l'armée et le peuple, avaient la même vision de la situation. Tous les observateurs convergeaient donc vers de mêmes prévisions. Ils pensaient tous, plus ou moins, que le régime allait faire en sorte d'aller à des négociations en position de force, bien sûr, et qu'il allait donc tout naturellement faire des propositions tout à fait inacceptables pour pouvoir obtenir le minimum. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, un départ dans des conditions qui lui assureraient l'impunité. Mais personne n'avait imaginé que ce régime, autrement dit la fratrie Bouteflika, pour l'appeler comme elle doit s'appeler, allait ainsi monter les enchères, non pas négocier, mais imposer des conditions aussi exorbitantes, dans une démarche de viol de plusieurs dispositions centrales de la Constitution.
Le clan des frères Bouteflika a osé l'impensable. Premier viol de la Constitution, annuler les élections. Deuxième viol de la Constitution, prolonger au-delà de sa durée initiale l'actuel mandat présidentiel. Troisième vol de la Constitution, constituer un organe pompeusement baptisé Conférence nationale, nommer ses membres et à sa tête des clients du même régime, corrompus notoires, qui lui mangeaient dans la main, et leur confier la mission démesurée de proposer une totale refondation de l'État et de ses institutions. Quatrième viol de la Constitution, nommer un vice-chef du gouvernement, plutôt un vice-premier ministre, fonction inconnue jusque-là au sein de l'exécutif et qui ne figure pas dans la Constitution. En fait, cette décision, ou plutôt ces décisions des Bouteflika de passer en force sont le copier-coller des propositions de sortie de crise de M. Makari et de M. Roul, que les Bouteflika leur avaient eux-mêmes suggéré de vendre à l'opinion publique et qui avaient fait pchit, que tout le monde avait estimé impraticable, voire impudique, et qui avait valu à ces deux personnages les colibés les plus méprisants. Et voilà que c'est la somme des deux projets, des deux propositions qui reviennent, sauf qu'elles ne sont plus au stade de la proposition que l'on soumet au peuple, mais des oukases désormais indiscutables que l'on impose à la foule. Et nous en arrivons aux questions que je voulais poser. Comment les Bouteflika peuvent-ils se permettre une telle audace? Imposer à la tête du pays un homme qui ne sait même plus comment il s'appelle, qui a failli être placé en curatelle par les autorités suisses s'il n'en avait été exfiltré en catastrophe, parce que les autorités helvétiques venaient de se rendre compte que le vieil invalide était pris en otage par des gens qui l'utilisaient pour se maintenir à la tête de leur pays. Pour quiconque connaît la réalité algérienne, la réponse ne peut être que celle-ci. Les Bouteflika ne se sont permis une telle outrance jamais observée dans l'histoire de l'humanité que parce qu'ils jouissent de deux protections majeures. La première est celle de la junte qui a fait main basse sur l'armée algérienne, et la seconde est la couverture chafouine, mais néanmoins très réelle, très présente, d'une puissance étrangère qui a déjà fait la preuve d'une très intime connivence avec le même clan. Et les questions qui viennent naturellement à l'esprit est pourquoi? Pourquoi les chefs de l'armée algérienne soutiennent-ils une démarche aussi suicidaire, y compris pour eux-mêmes, qui risque de plonger tout le pays dans une violence que personne ne peut seulement imaginer? Pourquoi cette puissance étrangère soutient-elle cette même démarche qui ne peut même pas relever de la bien commode raison d'État, puisque si la situation se dégrade en Algérie, ce sont des millions de ses habitants qui vont déferler sur cette puissance occidentale, un tsunami migratoire qui pourrait provoquer de profonds et incontrôlables bouleversements dans ce même pays, voire même dans plusieurs pays européens. Oui, ces questions se posent. Pourquoi l'armée algérienne et ce pays occidental prennent-ils autant de risques juste pour maintenir un otage à la tête d'un pays qui va droit au mur? Et pourquoi ces généraux et ce pays occidental ne tiennent-ils aucun compte de la formidable contestation du peuple algérien qui montre pourtant toute sa résolution de ne pas accepter de tels abus dont il sait qu'ils seront mortels pour leur jeune nation? Pourquoi?
Nous allons donc discuter de tout cela. Avec moi ici, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Christophe Oberlin, chirurgien et auteur qui intervient souvent en Palestine pour soigner des blessés de guerre. Merci d'être avec nous, Christophe Oberlin. Hassan Hairish, docteur en sciences économiques, analyste politique. Merci Hassan d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Idir Onoren, analyste politique. Merci Idir. Merci pour l'invitation. Alors, au téléphone, nous aurons le juriste Azdine Zalani qui va essayer de nous expliquer un peu. Azdine Zalani, merci d'être avec nous. Merci, monsieur Bechenouf. Je salue vos invités, Merci. qui sont aussi mes amis. Alors, nous essayons aussi de joindre Maître Zoubida Assoul, président du parti UCP, les membres de Mouatana, et Ali Benouari, ex-ministre et président de Nita Al-Watan et membre du même Mouatana. Alors, d'abord, Idir Onoren, expliquez-moi un peu comment, expliquez-nous, parce que personne n'a rien compris. Hein. Si je le peux. Oui, pourquoi une fratrie qui a pris son propre frère aîné en otage, dont tout le monde sait, c'est de notoriété publique, il y a même des professeurs en médecine qui ont publié des avis, comme quoi c'est de notoriété publique, c'est patent. Cet homme n'est plus capable de diriger un pays, encore moins de se rappeler de son propre nom. Comment ont-ils réussi d'abord à le passer au 4e mandat et aujourd'hui à l'imposer, malgré la protestation de millions d'Algériens, à l'imposer dans une formule qui viole 4 dispositions constitutionnelles en même temps? Et comment se fait-il que l'armée ait accepté? Pourquoi? Alors que l'armée peut se permettre de nommer qui elle veut à la tête de ce pays. Pourquoi eux, au juste? Et pourquoi, tout à l'heure je disais dans mon édito, puissance occidentale, tout le monde sait que j'ai parlé de la France. Pourquoi l'État français soutient-il à sa façon, faisant mine de soutenir le peuple algérien, un tel régime, une telle mafiocratie? C'est-à-dire que dans toutes ces questions-là, ces questions doivent être débattues sur un peu plus de temps. Mais pour revenir, moi je pense honnêtement que ça dépasse le... c'est vrai que la fratrie du président, c'est l'inducteur majeur du maintien du... Mais en accord avec aussi l'armée, qui est le cœur nodal du pouvoir algérien. Au-delà de ça, il y a tous les satellites, et puis on note, on observe, on l'a dit là sur le plateau il y a 4-5 jours, où on appelait pratiquement à la dissidence au sein du GTA, ça c'est fait. Mais là n'est pas le problème, à la limite. C'est la réaction des populations qui sont là, qui doit être pris en compte. Ce qu'a fait le pouvoir en violant, vous l'avez dit dans votre édito, pratiquement 3 règles constitutionnelles. Il est à souligner que quand M. Bouteflika dit je ne vais pas, il n'a jamais été dans mon intention d'aller au 5e mandat. Je crois qu'il y a un problème là. Il faut, je pense, que le procureur doit s'autosaisir pour convoquer M. Zalen, son directeur de campagne, qui a déposé en lieu et place sa candidature. Donc c'est la loi impose la présence personnelle du candidat. Physique du candidat. Oui. Et là, c'est un mensonge éhonté qui sort de la présidence de la République. Ça, il faut le noter et l'observer. En deuxième point, les viols de la Constitution, vous les avez rappelés. Parallèlement à ça, il y a un souci, quand vous voyez, parce qu'on va aborder, il y a plein de questions dans votre question, le problème de la France. Le Drian qui dit on salue le fait que M. Bouteflika annonce qu'il ne participera pas au 5e mandat, etc., etc., et suivi par M. Macron. Moi, j'aurais bien aimé avoir M. Macron et M. Le Drian. Si leur conseil constitutionnel, et si M. Macron lui-même violait la Constitution, quelle serait la réaction des parlementaires français et des politiques français? Je crois que là... Ils n'ont fait aucun état des violations de la Constitution. Hein. Et parallèlement à ça, est-ce que finalement l'État français, parce que c'est passé devant Hollande, est-ce qu'il ne remercie pas finalement ce pouvoir qui leur a permis de survoler l'espace aérien? Deuxièmement, il faut renoter quelque chose qui est dans notre doctrine politique et militaire. Est-ce que l'État algérien, je ne parle pas de l'armée, l'État algérien soutient l'opération Barkhane? Est-ce qu'on est obligé de payer la dîme? Se pose un problème de doctrine politique et de doctrine militaire aussi. Est-ce que l'État français, qui est tétanisé par rapport à cette question-là, et je tiens à remarquer que le passage de Mme Alliot-Marie,
qui se proposait d'envoyer ses troupes qui avaient l'habitude de la gestion démocratique des foules, comme à Ben Ali, en Tunisie. À Ben Ali. Donc la France est vraiment très coincée, elle est craintive, et moi je ne pense pas que ce soit une position de grande puissance finalement. Elle devrait accompagner le mouvement, elle devrait appeler évidemment à des marches pacifiques, et il est clair que dans votre édito, vous l'avez dit, moi, je ne crois pas au flux migratoire. Hein. On a vécu la décennie noire, et je l'avais dit sur votre plateau la dernière fois, même M. Kouchner, à qui j'ai dit il a raté l'occasion de se taire, il n'y aura pas de flux migratoire. Ça paraît évident. Mais c'est toutes ces questions qui sont ramassées. On a un viol de la Constitution, on a une jeunesse qui manifeste et qui est là paisiblement, pacifiquement. Regardez tous ces jeunes, ils sont beaux, ils sont généreux, ils sont intelligents, ils ont plein d'humour. C'est une leçon qu'on donne. Moi, je suis estomaqué, je suis ébahi, je suis stupéfait, je suis heureux, quand je vois toute cette jeunesse manifester pacifiquement. Et c'est là que l'on doit se dire, cette jeunesse, elle doit être accompagnée. Alors, je précise d'abord que nous allons avoir avec nous Saad Bouakhba. Saad Bouakhba est un journaliste algérien, un très grand éditorialiste, que beaucoup considèrent comme étant le meilleur journaliste algérien. Il va nous parler de l'Akhdar Brahimi, celui qui a été pressenti pour présider à cette fameuse fondation. Il a des choses à nous dire sur ça. Mais avant, Azdine Zalani, au sujet de ces viols de la Constitution ou de ces supposés viols de la Constitution, est-ce que vous confirmez que c'est bien le cas en l'occurrence? Oui, je confirme, en tout cas pour trois dispositions, trois matières fondamentales. L'annulation des élections. Il ne s'agit pas de report des élections. Il s'agit d'annulation des élections. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? D'une part, dans tous les cas, la loi ne nous le permet pas. La prolongation, comme vous l'avez dit, du mandat, il n'y a aucune disposition qui lui permet de prolonger son mandat et d'une manière indéfinie. Et bien entendu, la nomination dans le cadre des équilibres du régime d'un vice-premier ministre, qui n'est pas prévu par la Constitution. Donc, trois violations flagrantes de la Constitution. Et pour ce qui est de l'installation, j'allais dire de l'instauration, de la fameuse conférence nationale, est-ce que c'est un viol de la Constitution? Ou est-ce que cela relève des attributions ordinaires du président? Il s'agit d'une promesse pour une date inconnue, non déterminée. Ça peut être dans un an, comme dans 2 ans. Il n'y a aucune date butoir, aucune date fixe concernant l'installation de cette... Et au sujet de la nomination du vice-premier ministre? Ah oui, vous avez bien raison au début de votre intervention de dire que la Constitution ne permet pas la nomination. Il n'y a pas de disposition constitutionnelle qui... et en supposant que, quelles seraient les prérogatives du Premier ministre et de son adjoint, le cas échéant? Comment éviter les conflits entre prérogatives? Non, mais sur un plan constitutionnel, ce n'est pas permis. Constitutionnel, vous l'avez dit, c'est clair. Écoutez, tout le monde peut consulter la Constitution. Il n'y a aucune disposition qui permet la nomination d'un vice-premier ministre. Restez avec nous, Azdine Zalani. Vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire quelque chose à mon ami Azdine, là, qui est au téléphone. Le souci, Azdine, c'est que cette conférence à qui le président a donné toutes les prérogatives pour qu'elle soit délibérante est un acte anticonstitutionnel. Parce que parallèlement, nous avons une Assemblée nationale. Qu'est-ce que va devenir l'Assemblée nationale et le Conseil de la Nation? À ce moment-là, je pense que c'est carrément anticonstitutionnel parce qu'il lui confère un aspect délibérant qui va statuer à la fois sur la nation, sur l'État, sur les institutions et sur plein de choses. C'était juste une petite précision que je voulais apporter. Alors, Hassan Hirsch, nous imaginons donc cette fratrie Bouteflika qui est aux affaires, hein, c'est elle qui gouverne, hein, qui signe les décrets, qui nomme, qui dégomme, qui limoge, qui attribue des crédits bancaires en milliards de dollars, qui arrose beaucoup de gens qui la protègent. Est-ce que cette fratrie est capable de s'imposer de cette façon, aussi outrancière, aussi insultante pour tout un peuple,
aussi insultante pour le simple bon sens. Est-ce qu'elle peut le faire sans la protection de l'armée? C'est un problème extrêmement complexe. Je pense qu'effectivement, l'armée y est pour beaucoup dans le maintien du pouvoir actuel de Bouteflika et sa fratrie. Vous posiez tout à l'heure une question à M. Idir Honoran à propos justement de qu'est-ce qui fait qu'il y a un soutien à cette fratrie, sachant que Abdelaziz Bouteflika serait l'otage donc de ses frères, c'est ça, de sa fratrie. Oui. Moi, je pense plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la période actuelle. Bouteflika est au pouvoir depuis 1962. Ça, c'est extrêmement important à rappeler. Il était un des plus jeunes ministres de la République algérienne, à l'âge de 26 ans, je crois. Il était déjà ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas rien. Donc, sa famille était déjà prise dans l'étau. Je voudrais juste rappeler quelque chose. Oui. Je vous laisse poursuivre. Avant 1962, alors qu'il était commandant de l'ALN, il avait été autorisé par la France de De Gaulle, à aller visiter les prisonniers d'Aulnay, les prisonniers historiques. Oui. Pourquoi? Pour leur proposer la présidence de la République au détriment du GPRA, tout à fait, à la condition de nommer Boumedienne comme vice-président et ministre de la Défense. Tout à fait. Et on se demande pourquoi la France de cette époque-là voulait-elle absolument faire un coup d'État au GPRA légitime et laisser passer l'armée des frontières, prendre le pouvoir, armée des frontières, qui était fortement infiltrée par les fameux DAF, déserteurs de l'armée française. Et je vous laisse poursuivre. Oui, c'est toujours bien de rappeler ces périodes historiques absolument troubles. Je pense que dans la tête du pouvoir français à l'époque, il fallait créer justement des troubles. Parce que laisser l'Algérie et puis un pays donc, qui a quand même fait une guerre des plus importantes et des plus retentissantes de l'histoire de l'humanité, parmi les guerres de décolonisation les plus importantes. Donc, après la défaite de la France à Dien Bien Phu, après la défaite en Algérie, effectivement, il y avait une espèce de complexe, de l'honneur perdu. Et donc, assister à un chaos en Algérie et de dire, voilà, c'est ce qu'on vous a dit, on vous avait dit que notre départ allait constituer un chaos total et que vous ne pouvez pas finalement diriger ce pays, etc., comme nous aurions pu le faire en continuant la colonisation, etc. Donc, je n'exclus pas effectivement un coup de ce genre en voulant effectivement enlever un GPRA légitime qui aurait pu mener les affaires de façon tout à fait sereine. D'ailleurs, on le sait que ça a commencé à être le cas, dans la mesure où il y avait une assemblée constituante et qu'on commençait à poser les jalons d'une république démocratique, d'un système démocratique, d'ouverture, où on pouvait accepter les différents courants qui s'étaient ralliés en 1956 au FLN. On sait très bien que le FLN était un front. Et donc, tous les courants politiques qui ont accepté finalement de mettre de côté leur drapeau spécifique et d'aller vers l'indépendance. Et donc, ça gênait évidemment un certain nombre de gens dans la métropole. Il faut rajouter aussi, et là c'est maintenant connu, qu'il y a eu le chaos de l'OAS et que ce n'est pas par hasard non plus. C'est des généraux quand même de l'armée française. Et en plus, avec une complicité, voire une aide substantielle des services secrets israéliens. Maintenant, on le sait que le Mossad a aidé tous les juifs d'Algérie et les pousser à l'exode. Des historiens israéliens eux-mêmes. Donc, on a voulu effectivement créer une espèce de confusion. Et donc, Bouteflika, qui a joué ce rôle de sale besogne, d'aller effectivement derrière le dos du GPRA, essayer de magouiller avec les prisonniers. Il a pu convaincre Ben Bella, lequel a accepté. Ce n'est pas étonnant, parce que Ben Bella était le poulain de Jamal Abdel Nasser. Ben Bella n'a jamais été véritablement une grande figure du mouvement national. Hein. Et il est devenu... Si, quand même. Non, et même s'il a ses travers, on peut pas... Il est devenu véritablement
une vedette. Il faisait de partie rap. des 6 qui... Justement, Ouais. mais oui, il a fait partie des Des 6 6. ou des 9? Mais à partir du il a moment des- où des les neuf. Français... Des 9, oui. Dès ce moment-là, Oui. la France a immédiatement réagi en disant l'avion de Bembella a été Oui. détourné. Oui. C'était évidemment un message pour dire que c'était Bembella le personnage le plus important. Or, quand on lit les dépositions qui ont été faites par les 6 personnages... Mais je vais vous arrêter, Alors, Hassan oui. Hadj, parce que c'est très important, mais comme ce n'est pas un sujet, nous risquons... Non, ben, Moi, je j'aimerais reviens que vous à ma reveniez. Pourquoi l'armée actuelle, l'armée algérienne, l'ANP, qui est la digne héritière de l'armée des frontières, contrairement à ce qu'on dit. Oui. Ce n'est pas la digne héritière de la LN, Oui, de oui. l'intérieur. Oui. Pourquoi l'armée actuelle protège-t-elle une mafiocratie qui a fait main basse sur le pays? Pourquoi? Par quoi tient-on ces patrons de l'armée? Est-ce qu'on les tient? Est-ce qu'on les menace? Est-ce qu'on ne leur laisse pas le choix? Est-ce qu'une puissance tutélaire, quelque part, leur enjoint de protéger les Bouteflika et de les imposer aux Algériens? Il y a ces éléments et d'autres qu'on ne maîtrise pas non plus. Je pense que l'armée algérienne, du moins un certain nombre d'officiers, parce que l'armée algérienne n'est pas homogène, heureusement. Oui. Il y a des officiers qui sont conscients des enjeux politiques, des enjeux stratégiques, économiques, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe d'Oujda, qui était l'armée des frontières, est devenu l'armée des affaires. Voilà, c'est cette mutation, cette métamorphose de généraux qui étaient liés au groupe d'Oujda de l'armée des frontières, qui aujourd'hui sont liés à des milieux d'affaires et donc les uns possèdent des dossiers des autres. Et donc Je tiens par la barbichette? Oui, je Ils n'ont pense- pas le choix, je d'autre pense- choix que de protéger. Sinon, pense- tu me protèges ou je divulgue ce que tu as Je détourné? pense, parce qu'il ne faut pas oublier que Bouteflika est arrivé par effraction. Oui. En 1999, personne ne s'attendait à ce que Bouteflika vienne, soit soutenu justement par l'armée, par les généraux de l'époque, par Khaled Nzar, par l'Arbi Belkher, par l'Amari, par Toufiq, etc. C'est eux La qui... Mari en dernier lieu. Hein. La Mari, au début, il était contre ça. Puis Nazar non plus. Nzar non Ouais, plus, ouais. mais ils se sont ralliés quand même. Ah oui, voilà, on ils n'aura se pas les seuls choix. Voilà, ils se sont ralliés quand même à l'idée de l'Arbi Belkher et de Toufiq de ramener... Vous n'avez pas répondu à ma question, mais je reviendrai vers Non, vous mais- tout à l'heure. Pourquoi l'armée soutient-elle Bouteflika? Je viens de Pourquoi, dire... sachant une que partie- Bouteflika est totalement déconnecté, c'est un otage, en l'occurrence, c'est une prise d'otage et un abus de faiblesse et un cas de maltraitance. Et pourtant, ils soutiennent. Je pense que depuis l'arrêt du processus électoral en 1991, à la fin de 1991, l'armée a toujours voulu un pantin, quelqu'un qui mettrait en avant... Mais elle peut mettre quelqu'un d'autre de plus présentable. Pourquoi courir le risque d'être demain accusé devant les juridictions internationales de prise d'otage, d'abus de faiblesse? Je pense très honnêtement que s'il y a une prise d'otage, elle est réciproque. C'est-à-dire la famille de Bouteflika dont vous parlez et puis les généraux qui soutiennent. Encore une fois, ce n'est pas tous les officiers qui soutiennent. Bien évidemment. Voilà, on Bien parle évidemment. bien de... Je vais revenir justement Voilà. par une autre Donc, question. Je pense qu'il y a des otages réciproques. Et Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. oui, je pense, oui. Et dire, je reviens, on va essayer de faire tourner, et dire rapidement Oui, avant de dans- donner la dans parole à ce que Christophe disait Oberlin. Hassan, là, il a entièrement raison. La dialectique présidence-état-major, c'est tel qu'il a un peu décrit. Mais cependant, cette dialectique-là n'est plus à l'ordre du jour. Pour la bonne raison, Oui. c'est qu'il y a des millions d'Algériens dans la rue. Et cet équilibre-là va faire un jeu de bascule. Et je pense, moi, et là c'est une phosphorescence personnelle, que l'armée va probablement basculer. Ben, Vers c'est le la camp question, des c'est la populations. question que j'allais poser, que je poserai tout à l'heure. Christophe, Oui. Je rajouterai juste Oui. un mot. Oui. Parce que tout simplement aussi, un des éléments d'explication, c'est qu'ils n'ont pas confiance entre eux. Il n'y a pas véritablement une relation de confiance entre les décideurs. Et donc, ils ont peur de désigner quelqu'un à la place de Bouteflika et que beaucoup de choses pourraient échapper à un des clans. Il ne faut pas oublier, il faut toujours le rappeler, que le pouvoir algérien est un pouvoir multicéphale.
et qu'il y a des lobbies à l'intérieur. Il y a le lobby chinois, le lobby français, le lobby turc, le lobby russe, Oui, ainsi de suite. mais le véritable patron, c'est la France. Euh, D'aucuns disent peut-être- que l'Algérie est la chasse gardée de la France, tout Sans- autant sans le doute- Mali, le Niger, le Tchad. sans doute qu'elle tient beaucoup plus de ficelles que les autres lobbies. Alors, Mais je reviens en fait- à vous dans un moment. Christophe Oberlin, j'aimerais qu'on me prépare cette image de M. Bouteflika en train de recevoir Gaïd Saleh. C'est très important parce qu'on est en train de voir Gaïd Saleh prendre des notes devant un M. Bouteflika qui balbutiait, enfin qui remuait des lèvres. Christophe Oberlin, vous êtes d'abord médecin, professeur. Est-ce que, dans le cas de M. Bouteflika, dont tout le monde dit qu'il est patent, notoire, rien qu'à le voir, qu'il n'est pas capable de diriger un pays, quel est votre avis personnel sur cette question, avant d'arriver à une autre question que je voudrais vous poser? Écoutez, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ma présence ici est celle d'un Français. Pourquoi? Parce que les Français sont extrêmement concernés par ce qui se passe là-bas. J'en suis un exemple. Mon principal collaborateur, avec lequel j'ai encore travaillé toute la journée, est d'origine algérienne. Et il est même, ça va vous faire peur, il est kabyle, vous vous rendez compte? Voilà. Je suis allé plus de 50 fois en Algérie pour opérer et enseigner sur une quarantaine d'années. J'ai commencé dans les années 80, puis il y a eu les événements que vous connaissez. Autrement dit, ce témoignage d'amis très fidèles et très proches qui vient de l'intérieur de l'Algérie, je le connais, je le ressens. Ça correspond à des milliers d'heures de discussion. Et donc, la question que vous me posez, évidemment, fait partie des questions qui ont été résolues depuis longtemps. Et bien entendu, nous sommes de votre avis. Alors, la question, c'est ce grand mouvement, il est le témoignage. D'abord sur l'état de santé de Bouteflika. Je sais que absolument me faire dire quelque chose de ce côté-là. Oui. Bien sûr, non, mais c'est absolument évident. Si vous voulez. Et par exemple, moi j'écoute rarement les médias et aujourd'hui j'ai travaillé toute la journée, je ne sais pas ce qui s'est dit, mais je suis allé écouter par exemple sur Radio France Internationale, pour ne pas le citer, hier, et j'ai été effaré que aussi bien les journalistes que les personnages politiques qui ont été interrogés analysaient au mot, à la phrase, un petit peu comme quand De Gaulle faisait un discours sur Israël-Palestine, chaque mot, chaque phrase avait une importance. 70 ans après, on se rend compte que c'était pas mal vu. Là, il était évident qu'il y avait une énorme tartufferie, aussi bien des journalistes. Et c'est ça qui me choque. Vous parlez de la connivence, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, entre le sommet de l'État et en particulier notre ministre des Affaires étrangères, qui est quand même l'ancien ministre de la guerre. C'est humiliant pour un Français, en 2019, de savoir que nos affaires étrangères sont dirigées par un ministre de la guerre qui a multiplié par 8 les ventes d'armes à une effroyable dictature qui est celle de Sisi. Et on en sait beaucoup de choses, mais moi j'en sais quelque chose. Un de mes amis a été enfermé dans les prisons de Sisi, vous voyez. Donc vous voyez, l'Algérie, l'Égypte, la Palestine, ce sont des pays qui touchent un grand nombre de Français. Donc il y a un lien personnel, il y a une émotion, il y a une sensibilité, ça c'est très très important. Comment avez-vous trouvé le mouvement civique, le mouvement citoyen qui se déroule en ce moment en Algérie? Ce sont des millions. Certains parlent de 10 millions de personnes. Écoutez, c'est un mouvement qui est historique, ça a été dit de multiples fois, mais qui s'inscrit aussi dans un certain nombre de mouvements qui ont eu lieu cette année et qui présentent beaucoup de similitudes. Moi, je suis allé 4 fois en Palestine depuis le début des marches du retour. On assiste à un mouvement avec des jeunes qui sont sympathiques, comme vous l'avez dit, qui demandent ce que tous les jeunes du monde entier demandent et qui n'ont pas eu la chance de naître au bon moment, au bon endroit. Donc, ils réclament la justice. Répression en moins, parce que pour le moment, en Algérie, il n'y a pas eu de répression. Voilà. Les gens manifestent très librement, voilà, dans la joie et la bonne humeur, j'allais dire. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la partie auquel s'adresse ce mouvement n'a pas de solution à proposer. En Israël, on tire sur les jeunes. Le mouvement des Gilets jaunes, je regrette, mais c'est un mouvement en homothétie, c'est un mini-marche du retour, parce qu'on s'aperçoit que ce sont des gens dont la revendication principale, si on veut la résumer en une phrase, c'est la réduction des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Qui peut être contre cet objectif ?
La réponse, c'est une réponse policière extrêmement meurtrière, des gens qu'on rend aveugles. En 2019, dans un pays comme la France, c'est gravissime, c'est absolument gravissime. Pas de réponse politique, un grand débat. C'est ce qui va s'installer en Algérie. Vous voyez, il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire en Algérie, le débat ne s'installe pas. Il y a eu un oukaz. C'est vrai, certes. Un oukaz mais avec ce une que je veux dire violation par là, c'est quadruple. que le débat n'est pas la solution. Là, on veut discuter à juste titre sur le viol de la Constitution. J'en ai parlé encore récemment avec quelqu'un qui connaît très bien les questions constitutionnelles, sans doute aussi bien que M. Azzedine. La question n'est pas la Constitution. Certains pays démocratiques n'ont pas de constitution. Le Royaume-Uni n'a pas de constitution. Donc, ce n'est pas une constitution à la tunisienne qu'il s'agit de faire en un an pour noyer le poisson. Vous voyez, une constitution, vous mettez 4 constitutionnalistes, et à ma connaissance, il y en a d'excellents en Algérie, à l'hôtel Horaci pendant un week-end, et ils vous font une constitution pile poil. Vous voyez, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la réponse à la demande populaire, et malgré tout, je ne partage pas votre optimisme. Pour ce qui est de ce que vous avez appelé, et que j'appelle aussi de la même manière, cette connivence d'une certaine France, j'espère qu'on va pouvoir nous passer la fameuse déclaration de M. Hollande quand il s'est rendu à Alger pour un voyage éclair, juste pour nous dire que jamais il n'avait rencontré un chef d'État aussi lucide, aussi au fait des affaires internationales, d'une aussi grande alacrité. D'ailleurs, il nous avait appris le mot qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et j'espère qu'on me la prépare. En attendant, je vais vous montrer d'abord une image de M. Gaïd Saleh, reçue par M. Bouteflika. On nous la prépare. Mais sinon, au sujet de cette connivence. Écoutez, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a... M. Hollande, il a fait les mêmes déclarations avec M. Netanyahou. Et c'est M. Hollande qui nous a produit finalement le phénomène Macron. Donc l'Algérie va mal, mais la France va aussi très mal. Et donc il y a une crise de la représentation, de la représentativité du peuple dans tous ces pays. La France n'y échappe pas. Aujourd'hui, nous avons un Parlement qui n'existe pas, qui ne sert à rien. On gouverne par ordonnance, on vit dans un semi-état d'urgence, la Constitution est modifiée et personne ne donne son avis. Donc on est dans une situation très difficile. Et si on veut caractériser un petit peu cette situation désastreuse en France, finalement, c'est l'intérêt d'une petite partie de la population, vous voyez. Oui, mais cette connivence par rapport à l'Algérie. Alors, il y a un conflit d'intérêts en quoi France. y a-t-il une raison d'État? Il y a une corruption en Algérie. Eh bien, la corruption et le conflit d'intérêts s'accordent parfaitement sur le plan économique, et c'est-à-dire ceux qui tiennent les rênes économiques en Algérie aujourd'hui, et vous savez qui ils sont, ceux qui les tiennent en France, eh bien, sont parfaitement aujourd'hui en correspondance. Et c'est là où, malheureusement, je ne suis pas aussi pessimiste que vous, aussi optimiste que vous. Je crois qu'il y a affaire à forte partie, car il y a certes la partie militaire qui est fondamentale, et M. Le Drian, ancien ministre de la Guerre, y participera très certainement, il l'a montré, mais aussi il y a la partie économique qui est un très très dur morceau. Vous savez, M. Djemel, On peut discuter à bâton rompu et nous allons revenir à notre ami Azzedine Zellani. Oui. les anciennes colonies, particulièrement la France, je crois qu'elles préfèrent encore discuter avec un pouvoir dictatorial parce que les rapports entre les deux pays sont asymétriques, plutôt qu'avec un pouvoir démocratique qui aurait à ce moment-là égalité. Les intérêts seraient mieux compris de part et d'autre. Égalité dans l'étude des dossiers, égalité dans les marchés, égalité dans les négociations de toutes sortes, égalité au niveau de la représentation à l'ONU, etc. Mais est-ce que ça ne risque pas de devenir contre-productif? Mais bien sûr, la Hassan, aujourd'hui, oui. Bon, tant qu'il y a de l'argent en Algérie, ça marche bien, les gros contrats, les affaires, et puis même je rappelle quelque chose, les petites affaires de pompe Afrique. Je rappelle que nombreux sont des gens du personnel politique français qui ont des petits cabinets d'expertise, des bureaux d'études, à qui on commande ce qu'on appelle les pompes Afrique, et qui les disposent agréablement et favorablement. Mais ceci étant dit, est-ce que ce n'est pas contre-productif le jour où ça pourrait dégénérer? Ça retomberait fatalement sur la France aussi. Bien sûr, c'est contre-productif et on le voit sur le terrain. Aujourd'hui, la France a perdu énormément de terrain en Afrique. Oui. Au profit de qui? Des Chinois. À profit des Chinois. Y compris en Algérie.
Oui. Ou il est passé après dans toute la Chine aujourd'hui. Mais bien évidemment, c'est parce que précisément, la France n'a pas su sortir de la France-Afrique, des rapports justement de domination, des rapports de néocolonisation. Et à partir du moment où ils ont maintenu justement ces rapports de vassalité, y compris avec notre pays, et c'est pour ça qu'ils veulent d'ailleurs des dictateurs, parce qu'un dictateur corrompu, etc., accepte un certain nombre d'influences de cette ex-métropole. Oui. Et donc, c'est parce que précisément ils ont maintenu ces rapports de vassalité qu'ils ont perdu du terrain. Et qu'aujourd'hui, effectivement, la Chine a pris une part des marchés et devient l'interlocuteur. La Chine, c'est du gagnant-gagnant parce que la Chine donne plus de pots de vin, des commissions au personnel politique algérien. Il y a certainement un peu de ça aussi. Je ne pense pas que ce soit une simple compétition plus saine et plus... Non, on dit des Chinois qu'ils sont beaucoup plus généreux en termes de commissions et de pots de vin. Il y a très certainement ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de contentieux politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de domination politique. C'est vrai qu'ils sont dans les affaires et qu'il y a des pots de vin, etc. Vous savez, je vais vous le dire, quand vous avez un chantier en Algérie, quand il est détenu par des sociétés européennes ou américano-canadiennes, il faut savoir qui véritablement est le maître d'œuvre. Je vais vous donner un exemple que je connais personnellement, puisque vous savez que je suis consultant pour justement un certain nombre de grandes entreprises. Le chantier de Skikda, quand il a été donc reconstruit suite à l'explosion gazière qu'il y a eu, on sait qu'il y a eu officiellement 57 morts, mais réellement, semble-t-il, d'après certains journalistes, il y aurait eu plus de 100 morts. Le chantier... donc la reconstruction du terminal gazier était fait par les Français et les Américains, par Vinci et KBR. Mais qui était maître d'œuvre? C'était Orascom. C'était les Égyptiens et les Qataris. Pourquoi? Parce que justement avec eux, il était possible de marchander et donc d'avoir des pourcentages, comme on le sait aujourd'hui. Donc, voilà. Donc à chaque fois que vous avez un marché dans le maître d'œuvre et chinois, turcs ou d'une puissance comme ça égyptienne ou qatari, etc. Mais que ceux qui font réellement, ceux qui ont la technicité, la compétence, qui travaillent sur le terrain, c'est des sociétés étrangères, c'est pour c'est pour faciliter la corruption. C'est pour faciliter les pots de vin. Ce qui est grandement le cas en Algérie. Absolument. Et je m'excuse, dire, nous allons devoir prendre Saad Bouakba qui est avec nous, puis Zalani, je reviens à vous. Saad Bouakba, مرحبا بك. أهلا بك سعد بوعقبة. سعد بوعقبة، أنا سمعت باللي عندك معلومات جد دقيقة على السي إبراهيمي اللي راح يعينوه زعما هو يترأس هذه الندوة الوطنية هذه. أولا قبل ما نوصلوا للمعلومة اللي اعطيتها لنا، سمعتك قلت البارح في حصة مع سليم صالحي باللي مالف كي يجي يشهد باللي هو يتكلم مع بوتفليقه وباللي راهو يهضر معاه وكذا، كل مره يعطيوه حاجه، مره لوطيرا مره فيلا. هل ترى تاكد لنا هذا الشيء؟ طبعا موجوده هذه الحكايه، والمعروف انه المره هذه ساهم في صياغه الرساله اللي قراوها باسم بوتفليقه في هذه تاع تعيين الحكومه تاع كذا. والمصيبه انه خرج حرفيا النص اللي قراه حسني مبارك لما استقال، ونفس المقاطعات ونفس الوسم انه ما شاهدوش حتى في صياغه خذاو واشكال مبارك النص نفسه داروه البوتفليقه بنفس الحكايه. يعني معناها مش فقط نقلوا حرفيا، نقلوا حتى الطريقه في معالجه المشاكل تاع نقل السلطه، وقالوا حتى نقل السلطه. يعني زياده على هذا ان هذا النقل الابراهيمي ممكن يبحث الندوه وبلد عند المطلع مخطط في كيفاش يعاودوا يرجعوا الناس اللي حاولتهم من الحكم، لان الندوه الوطنيه لازم يقع فيها تقع فيها الاحزاب والاحزاب فيها الناس اللي حاولوهم الان من الحكم،
ويعني عمليه ريسك للناس. هذه واحده. الحاجه الاخرى ان حتى المناوبه تاع رئيس الجمهوريه المترشح الان زعلان، راح عليهم قال ما تروحوش علاش؟ قال لانكم ممكن تتحولوا الى إدارة للنشأة تاع هذه تاع الدول الوطنية، يعني معناها راه النظام مازال بنفس الممارسات، ويمكن يؤدينا إلى كارثة لأن فيه غضب عالي جدا في الشارع. سعد بوعقبة، دوك نعاودوا نعيطوا لك باش تكلمنا على القصة هذه تاع مبارك، حسني مبارك، ولا الرسالة اللي كتبها له الإبراهيمي، ولكن نحاولوا نعدلوا شويه الصون باسكو الصون مش مليح بزاف باش نفهموك مليح. نرجعوا عندك. عز الدين Zahlani. عز الدين Zahlani est معنا. Vous êtes avec nous? Oui. Azz el-Din Zahlani, qu'est-ce que vous pensez? D'abord, je voudrais vous poser les deux questions dont nous étions en train de débattre. D'abord, sans l'armée algérienne, sans l'ANP, sans le haut commandement, l'état-major, est-ce que les Bouteflika peuvent se maintenir à la tête de l'État et, encore pire, maintenir un invalide intégral à la tête de l'État algérien? C'est une question qui revient un peu partout, mais j'espère que vous allez me permettre, et moi je ne serai pas très lent dans tous les cas, de pouvoir quand même expliciter cette question très délicate, oui. Mais très simple aussi d'une certaine manière. Je vais revenir simplement à l'histoire. Par exemple, le Liban dans une situation de guerre civile totale. C'est l'armée finalement, l'armée libanaise qui a pu sauver ce pays. Un autre exemple, si vous permettez, toutes les démocraties, les grandes démocraties du monde, la France, l'Angleterre, les États-Unis et bien d'autres, ont des armées puissantes. Sans armée puissante, je dis bien puissante, il n'y a pas d'État moderne, il n'y a pas de démocratie non plus. C'est dans les petites armées qu'on connaît à l'époque, dans la période en Afrique. Ce n'est pas le cas de la Suisse. Ce n'est pas le cas de la Suisse, par exemple. Ce n'est pas le cas de la Suède. Ce n'est pas le cas de la Norvège, de l'Islande. Je suis désolé. Ah non, je suis désolé. Ces pays-là, renseignez-vous. La Suisse, par exemple, est l'une des puissances militaires d'Europe. Vous vous trompez, renseignez-vous très rapidement. Ceci dit, c'est un pays neutre et qui est entouré de démocratie, n'est-ce pas? Mais l'armée suisse est une des armées les plus puissantes par rapport à sa population et qu'avoir déjà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la défense des armées suisses contre les armées nazies. Oui, mais qu'en est-il, Azz el-Din Zahlani, lorsque l'armée prend la possession du pouvoir, du pouvoir du pays qu'elle est censée défendre? Mais non, mais ne m'interrompez pas. Je dis mon avis, et c'est le public qui pense, et puis voilà, c'est tout, il n'y a rien. L'armée actuellement est tétanisée, oui. Divisée. Elle est tétanisée parce que tout simplement, vous savez ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'en 92, sans revenir à 58, à 62 et aux autres années. Mais vous ne répondez pas à la question, Azz el-Din Zahlani. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que les Bouteflika peuvent se maintenir à la tête? Parlez à ma place et puis on arrête. Est-ce que les Bouteflika peuvent se maintenir à la tête? Ça veut dire que moi, je veux situer les responsabilités. Oui, je veux qu'on touche du doigt la responsabilité de tout un chacun. Est-ce que c'est l'armée, l'ANP, donc ses chefs, qui sont la principale source du pouvoir, la principale justification du pouvoir de la fratrie Bouteflika à la tête de ce pays? Ou alors, est-ce que les Bouteflika ont d'autres moyens et que l'ANP n'est qu'à leur botte et qu'elle n'a pas le choix? C'est un autre avis, mais je ne dis pas que je détiens la vérité. Je vais simplement dire mon avis. Si vous me laissez le dire, oui. Si vous ne voulez pas, mais tant pis. Non, mais moi je vous pose la question, vous assumez. Alors, laissez-moi exprimer mon opinion, monsieur. Allez-y, exprimez-la. Merci, monsieur. Ouais. Bien. L'armée actuellement est tétanisée parce que, entre autres, elle est divisée aussi, bien entendu. Et c'est la première des choses qu'a fait Bouteflika en arrivant en 99. Et vous le savez parfaitement, quand il a licencié ou l'a mis des jeunes militaires au gradé d'une certaine région à l'extérieur, et les a mis de leur faction, créant un déséquilibre au sein de l'armée. Première chose. Deuxième chose, il a tous fait, et jusqu'à ce jour, et on le voit, diviser l'armée
qui est une puissance militaire, mais qui n'est pas opérante au point de vue politique, avec ses propres services de sécurité. Et on entend et on voit monsieur le chef d'état-major parler au nom de son état-major, bien entendu, et aussi d'autres qui parlent au nom d'un ancien chef des services de sécurité, qui se battent entre eux, alors que c'est l'État et l'Algérie qui est en danger. Et je ne vais pas aller avec celui-là ou l'autre, parce que dans 1 an ou 2 ou dans 10, ces gens-là vont partir, et c'est l'Algérie qui va payer. Au sujet de l'influence française sur les affaires algériennes, sur la politique algérienne, quel est votre point de vue? Pourquoi? Quel est l'intérêt de la France de soutenir, ou du moins de regarder ailleurs, quand le régime algérien se livre à de telles turpitudes, à de telles violations de sa propre constitution? Je ne veux pas aller dans ces trucs parce qu'on va aller en dehors du sujet. La France ou d'autres États, aux États-Unis ou qu'importe, ont des intérêts dans les pays, particulièrement en Algérie, et ils défendent bien leurs intérêts. Est-ce que l'État algérien défend l'intérêt de son peuple? C'est la question qu'il faut poser. L'État algérien est constitué actuellement en façade d'un Bouteflika ou des Bouteflika au pluriel. Je reviens à dire simplement qu'à mon avis, l'armée algérienne, et je l'ai déjà dit chez vous, en disant que le concept de sécurité impose à l'armée de sauver le pays, pas simplement au niveau des frontières, mais à l'intérieur. Et là, actuellement, on assiste à une déflagration à l'intérieur du pays, et l'armée reste neutralisée, ou du moins très, très, très prudente. Je ne cite pas tel ou tel, que ce soit les services, que ce soit le général ou les gens qui sont avec lui, mais l'armée algérienne, qui doit être puissante, et je redis bien puissante, doit sauver aussi le pays des périls intérieurs, et il n'y aura pas d'autres structures ou institutions qui pourraient sauver l'Algérie des graves choses qui l'attendent. Je voudrais finir pour vous dire que la population qui est sortie, et là aussi peut-être c'est pas très habituel, qu'on n'entend pas très souvent, c'est des enfants, des jeunes qui ont 20 et 25 ans. C'est-à-dire que la population qui a profité en silence, qui a applaudi, qui s'est tue, qui a été complice du règne de Bouteflika depuis 1999, cette génération qui s'est empiffrée, qui s'est emmilliardée, etc., qui n'avait pas de souci pour la destruction morale, politique, civique du pays, maintenant c'est ces enfants, les enfants de cette génération, qui sortent parce qu'ils savent que l'avenir est fini pour eux et qu'il n'y a plus de milliards. Merci Ezzedine Zailani d'avoir participé avec nous par téléphone. Christophe Oberlin, vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais juste dire qu'il est intéressant de regarder des événements historiques qui ont eu lieu ailleurs, qui se sont passés à d'autres époques et qui présentent un certain nombre de correspondances. Là, vous avez parlé de l'armée qui va sauver le pays. L'armée en Algérie, l'armée, elle a quand même du plomb dans l'aile, elle a quand même un passé extrêmement douloureux. Si vous prenez par exemple l'exemple de la Tchétchénie, si vous allez aujourd'hui en Tchétchénie et que vous demandez aux Tchétchènes leur principale revendication, eh bien vous serez très surpris de voir qu'ils réclament la reconnaissance du génocide des Tchétchènes qui a eu lieu en 1860, au moment de Catherine de Russie et de la colonisation russe. Vous voyez, autrement dit, des événements extrêmement sanglants comme ça laissent des traces pendant des générations et des générations. Et des traumatismes. Et des traumatismes, y compris sur les jeunes qui n'ont pas connu les événements, mais qui s'inscrivent dans une ligne. Et l'Algérie n'échappe pas. Et donner la parole au peuple, c'est aussi reconnaître ce qui s'est passé dans les années 90. Et tant que ça ne reviendra pas sur la table, tant qu'on n'aura pas apuré cette question, on n'a pas apuré. On n'a pas fait notre catharsis. On a éliminé l'un des grands éléments du débat. Et pour ce qui est de la presse française, Christophe Oberlin, j'essayais de suivre ces jours-ci les commentaires de la presse française dans son entièreté. Hormis quelques émissions, je ne vais pas les citer, qui sont très honnêtes, très bonnes. Ah bon, autant les citer alors. Non, je ne peux pas parce que ce serait contraire à l'éthique. D'accord. Mais sinon, la plupart des émissions que j'ai réussi à suivre un temps soit peu, je n'en suis pas revenu. C'est comme si on recourait aux plus mauvais analystes, aux plus mauvais connaisseurs
au plus tonitruant des gens qui viennent faire du spectacle, mais qui passent complètement à côté. À quoi c'est dû? Ils ont commencé par observer de véritables blackouts sur la situation. Ils n'en parlaient pas du tout. Et maintenant qu'ils en parlent, ils parlent à côté de la plaque. Totalement. Pourquoi? Je suis un mauvais observateur de la presse française, car ça fait plus de 15 ans que je n'écoute pas les informations à la radio, que je ne regarde pas les informations à la télévision et que je ne lis aucun journal quotidien. Et ça correspond à... Bon, ce n'est pas par hasard, si vous voulez. Mais pour revenir à la question que vous posez, c'est vrai que hier, avec ces événements extrêmement importants, exceptionnellement, je suis allé voir, notamment sur Internet, ce que disaient les principaux journaux. J'ai écouté Radio France Internationale avec un long débat. Et effectivement, je suis resté sur ma chaise, scotché par l'absence de déontologie journalistique, l'absence de réflexion, l'absence d'éthique plutôt journalistique face à ces événements. Et le meilleur de ce que j'ai lu hier, et je le dis réellement, c'est sous la plume de journaliste algérien d'El Watan, qui effectivement disait les choses telles qu'elles apparaissent à travers la connaissance qu'on en a par nos amis personnels. Et c'est vrai que là encore, ce n'est pas simplement sur les questions algériennes aujourd'hui que les grands médias nous font souffrir, nous, simples citoyens. La manière dont sont traitées la crise des Gilets jaunes est quelque chose qui nous fait mal. On a du mal à supporter ce genre de... Et pourtant, la France a la réputation d'être le pays des droits de l'homme, de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. De notre portefeuille. Ouais. Et la crise est générale. Hein. Elle s'exacerbe, bien entendu, à un degré différent. Ce n'est jamais aussi simple qu'on le croit. Mais nous sommes aussi en crise. Oui. Oui. C'est juste pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur le professeur, en parlant de la Tchétchénie et ensuite en faisant le lien avec ce qu'il a qualifié d'événements en Algérie. Oui. Les événements, il n'y a pas eu d'événements en Algérie, il y a eu une guerre de libération. Donc voilà. Non, mais il parlait des événements de 90. Oui, je parlais de 92. Ouais. Hein. Je rappelle quelque chose d'idéal. Je rappelle quelque chose. Oui. Pour apporter de l'eau au moulin de notre ami Christophe Oberlin. Dans les années 90, on nous disait les terroristes, ils sont catchas, pouilleux, aérés dans les montagnes, très désorganisés, sanguinaires, féroces et tout. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il y a eu 200 000 morts. Et c'est le président de la République lui-même qui l'a dit. Quelques groupes épars de terroristes pouilleux qui errent dans les forêts ne peuvent pas faire 200 000 morts. Donc, c'est non, mais je parlais strictement de ces événements-là, voilà. Bien sûr. Oui. Mais ce que je voulais dire ensuite, il a parlé de constitution à des pays qui n'ont pas de constitution. Si on n'avait pas une constitution qui, au préalable, a été violée 2 ou 3 fois par le président de la République et par les présidents précédents, notamment en 2008 et en 2016, on n'aurait pas les arguments juridiques pour dire au pouvoir algérien, vous êtes dans une espèce de contradiction juridique. Non, ça, c'est très important. Ce que je voulais dire par là, c'est que l'objectif de faire une nouvelle constitution n'était pas l'objectif sacré, que c'était tout à fait secondaire. Ça nous permettra, tous ensemble en tant qu'Algériens, parce qu'à la fois dans le préambule de la Constitution, nous avons un régime hyper présidentialisé, où le président de la République a d'énormes pouvoirs. Il y a une aspiration à une assemblée constituante. Oui, c'est une assemblée constituante, auquel cas vous connaissez un peu l'Algérie. Vous savez que l'Algérie est un pays multiculturel, est un pays divers, qui est un pays pluriel, et il faut que toutes les communautés nationales puissent se retrouver sur un SMIC républicain pour avancer, avoir une communauté de destin. Chose oui, mais qui le n'est pas conflit en actuel application. n'est pas un conflit entre les différentes communautés nationales, c'est même tout le la contraire. Constitution n'est pas là pour régler le passé, elle est là pour envisager l'avenir. La meilleure des constitutions peut être violée, les meilleurs des systèmes électoraux peuvent aboutir à des élections non, il ne faut pas être dans le... S'il y a des gangsters qui sont au pouvoir, ils ont fait ce qu'ils veulent de la algérienne, Constitution. on a rarement vu des viols aussi répétitifs. Et aussi non, mais je ne conteste pas. Vous imaginez l'État français sans la Constitution de Michel Debré et du général de Gaulle? Je dis et dans ce cas-là, pourquoi voulez-vous que nous, en tant Algérie. qu'Algériens, nous ne refondons pas la nation qui, pour nous, est quelque chose de très important? Pour un système politique, pour ses institutions, pour l'idée de l'Algérie. Moi, en tant qu'Algérien, je me dis, c'est quoi être Algérien aujourd'hui avec cette jeunesse? Comment capter sa demande sociale, sa demande de loisirs, sa demande de liberté? Et à la limite, sa demande de rêve. C'est toutes ces questions qui doivent être constitutionnalisées dans la Constitution, avec des lois bien précises, et à ce moment-là, celui qui n'est pas dans les clous, il y a la sanction juridique. Ça, c'est un.
Parallèlement, par rapport à la France... Est-ce que vous pensez qu'une assemblée on ne sait pas comment elle va être désignée, ou plutôt on le sait trop, va être capable d'accoucher dans des délais raisonnables de quelque chose qui va vraiment changer la vie des Algériens? Non, mais je vais vous dire une chose, dans ce cas-là, vous voulez nous faire dire, et beaucoup d'Algériens suivent l'émission, qu'on n'a pas besoin de constituante, qu'on n'a pas besoin de réformer la Constitution et de la mettre de côté, celle-là. Mais nous avons besoin de ça. Vous ne pouvez pas nous interdire de mettre nos rêves dans la Constitution. Donc voilà, c'est tout. Par rapport à Jean-Yves Le Drian, je salue que c'est les mêmes éléments de langage politique. La France salue la décision de Bouteflika, Macron salue la décision de Bouteflika. Alors, il salue uniquement le fait qu'il se soit retiré des élections. Non, il parle d'une transition à durée raisonnable. Mais cette transition, ça viole la Constitution. Évidemment. Ouais. Il y a des cas précis quand il y a un report d'élection. Oui. Et j'aurais souhaité que M. Zalani puisse nous en parler. Il y a un périmètre, il y a des éléments constitutifs qui fondent le report ou l'annulation des élections. Or, ce n'est pas le cas. Le deuxième élément, c'est quoi? Excuse-moi, Hassan, 2 secondes. Oui, le deuxième élément, c'est par rapport à la France. Il ne faut pas oublier que nous avons eu, et je vais rappeler au bon souvenir de notre ami monsieur le professeur, c'est que nous avons nationalisé des hydrocarbures le 23 février. 24. Le 24 février, pardon. C'est l'anniversaire de mon frère, le 23 février. C'est pour ça que j'y pense. Deuxièmement, nous avons récupéré la base navale de Mers el-Kébir, au-delà des accords tels qu'ils étaient fixés par les accords d'Évian. Ça s'est fait le 2 février 68. J'étais marin pendant le service militaire et il y a eu plein d'événements comme ça par rapport à l'État français. On a même assujetti un peu des rapports, on a lié le pouvoir algérien au service secret algérien sur les attentats de 95. La relation entre la France et l'Algérie, c'est même pas une France-Afrique, c'est pire que ça. Parce que la France, quel mode de pression a-t-elle sur les généraux? D'ailleurs, je rappelle le livre de Lounis Aggoun et notre ami Jean-Baptiste Rivoire sur la France-Algérie. Lies Laribi aussi. Oui, effectivement. Oui. Vous savez, M. Benchenouf, les Français ont des documents. Et je parle... M. Harbi, historien connu, pour avoir été même peut-être que tu lui prêtes longue vie, a dit que les archives sont explosives. Oui. Ça remet en cause tous les révolutionnaires ou les pseudo-révolutionnaires, etc., etc. Et la France tient aussi à l'ensemble des généraux, de ministres et de sociétés civiles par la qualité de leurs affaires. Ils ont qui a pris des commissions, qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est des moyens de pression extraordinaires sur l'État français. J'aimerais que nous puissions parler un peu de ce qui va arriver. Parce que jusqu'à présent, il y a eu des manifestations populaires sans précédent dans un pays qui a été pris en otage d'une façon sans précédent dans l'histoire. On ne connaît pas, dans l'histoire de l'humanité, une prise d'otage comme celle-ci. Pendant tout un mandat, avant le mandat, et pour un 5e mandat, c'est tellement confus que... Mais après ces manifestations qui se déroulent toujours à ce moment où nous parlons, voilà que donc le régime qui refuse de partir nous apporte ces solutions qui sont totalement inacceptables. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'abord, il faut dire qu'on est dans le 5e mandat. Et un 5e mandat sans élection. C'est-à-dire que Bouteflika et ceux qui tirent les ficelles annulent les élections où il devait avoir un 5e mandat. Le peuple algérien ne voulait pas de ce 5e mandat, il ne voulait pas du régime en place. Et on a quel résultat? On a finalement, effectivement, Bouteflika qui accepte de se défaire des élections, mais vous voyez, Hassan, quand vous parlez, vous dites Bouteflika qui accepte, Bouteflika qui fait. Vous aussi, vous êtes tombé dans le piège. Non, mais vous en parlez comme si c'était lui. Non, mais le fait de le dire, ça relève d'une forme de conditionnement des foules. Par exemple, TSA, le journal TSA. Laissez-moi m'expliquer. Le journal TSA, tout le temps. Le président Bouteflika a nommé, il a limogé, il a écrit une lettre, il a... On ne peut pas déculpabiliser Bouteflika parce qu'il a d'abord pris lui-même en otage ceux qui étaient autour de lui. Oui. Et après son affaiblissement physique et cognitif, il est devenu effectivement otage. C'est pour ça que je disais que c'est de l'otage réciproque. Donc, quand je dis Bouteflika a fait ou n'a pas fait, c'est parce que même s'il était conscient, il aurait fait la même chose.
C'est-à-dire, il aurait gardé effectivement le cinquième homme. Oui, mais là, ça Pourquoi? s'appelle un procès d'intention. Non. Moi, je préfère, non. préfère parler Surtout de Bouteflika non, d'après je peux son pas accepter AVC. ça. Parce qu'il y a quand même Ouais. des millions de téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Ça ne peut pas être un procès d'intention parce qu'il l'a déjà fait. En 99, il est venu encore une fois par effraction. Il y avait des candidats sérieux, des gens comme Aït Ahmed, comme Mahri, comme Talib Ibrahimi, comme Mouloud Hamarouche, etc. Et Bouteflika ne pesait rien face à ces candidats-là. Il aurait eu 1%, 2% s'il y avait de véritables élections. Donc quand on parle en France que Bouteflika a été élu, il n'a jamais été élu. Jamais été élu. D'ailleurs, Donc, les autres candidats se sont retirés. voilà, ils se sont retirés. Ouais. Donc, quand je parle de Bouteflika, c'est qu'il a déjà Oui, mais accepté. Hassan, nous parlons de Bouteflika d'après son AVC, après son AVC. Alors, au moment où il est devenu otage. Donc, quand on en parle, on ne peut pas dire Bouteflika a fait, a décidé, a fait ceci, a fait cela, puisqu'il est dans une totale incapacité de le faire. Sinon, nous serions en contradiction avec nous-mêmes. Il ne serait plus un otage, mais un acteur. Mais c'est l'instrument. Oui. Bouteflika est l'instrument de ceux qui, aujourd'hui, empêchent justement l'ouverture. Que demandent les Algériens dans la rue? Et il faut les encourager, il faut continuer. C'est grâce à eux, c'est grâce à tous ces jeunes et moins jeunes. Je suis désolé pour ceux qui disent la jeunesse, il n'y a pas que la jeunesse. Heureusement, il y a la jeunesse, bien sûr, mais c'était tout le peuple algérien, en famille. C'est vraiment toutes les générations confondues qui étaient dans la rue, qui encore dans la rue. C'est grâce à cette mobilisation, et j'espère qu'elle va durer, que nous pouvons passer à autre chose. Il faut peut-être préciser que c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie qu'une telle mobilisation populaire se produit. Mais Sur le De territoire façon, national, sur tout le territoire national, Mais c'est porteur évident. d'une même contestation Mais c'est politique, évident. avec Vous autant savez- de civisme. Vous savez, moi qui suis de la région de Kabylie, moi qui ai connu une mobilisation alors monstrueuse en Kabylie, tous les villages sont descendus, hommes, femmes, vieillards, enfants, etc. Mais que c'était effectivement limité à cette région-là. à cette région. Et que finalement, je vois qu'aujourd'hui, ce qui s'était passé en Kabylie se passe dans tout le pays. C'est pour ça que je disais la dernière fois, l'Algérie s'est kabylisée. Elle s'est kabylisée dans ce sens de la contestation, du refus du pouvoir, dans cet justement élan qui a cassé la peur du régime, la peur de ses services, la peur justement de ces généraux ripoux, encore une fois, qui sont une poignée et qui prennent en otage, eux, l'armée algérienne, l'ANP. Donc, quand je dis Bouteflika, je dis évidemment le système Bouteflika. Parce que vous avez, je crois, à juste titre parlé de sa fratrie. Si la fratrie aujourd'hui n'est pas mouillée, c'est ce qu'on m'a dit par-ci par-là, ben, ils n'ont qu'à démentir, ils n'ont qu'à appeler l'opinion publique, ils n'ont qu'à sortir dans la rue et de dire Ils que refusent même l'application de l'article 102, quand était encore le voilà. moment. Ça veut dire Donc, de le faire examiner par des médecins. Voilà, tout à C'est fait. un article d'empêchement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument que le gouvernement de Bédoui, puisqu'il n'est plus au Yahya, le gouvernement de Bédoui démissionne entièrement. Et qu'il y ait un gouvernement de personnalités, de techniciens qui Et viennent. quelle serait la structure qui chapeauterait tout ça? Une instance. Et Bouteflika, que deviendrait-il dans tout ça? Moi, je pense que Bouteflika, il est sorti de l'histoire, c'est terminé. Ça veut dire le 18 avril, fin de mission. Il n'a plus le droit de rester. Normalement, c'est Par fini. rapport à ce que dit la Constitution. Absolument. Et Donc, Oui, voilà. juste un mot. Oui. En Algérie, nous avons l'ordre des avocats, nous avons l'ordre des médecins, nous avons l'ordre des experts comptables, nous avons l'ordre des architectes, des économistes, etc. Tout le monde est en train de s'engager. Oui, Tout le monde. voilà, nous avons vu les magistrats Des étudiants, dans la des rue, universitaires. absolument, des universitaires, etc. Eh bien, il est possible de dégager dans tout justement ce bouillonnement, dans toutes ces personnalités, femmes et hommes, de désigner un gouvernement provisoire. Mais comment Est-ce que, par exemple, un comité de salut public, Oui. un institut, appelons-le comme on veut, Oui, bien comment l'élire, le faire désigner par le peuple plutôt que de le faire désigner par des ripoux qui ne choisiraient que des ripoux? Il sera désigné par les ordres dont je viens de parler, qui délégueront
Oui. Des Mais personnalités c'est pas un peu compliqué, là On n'a pas le choix. Pourquoi ne pas aller, par exemple, dans des proportionnels par rapport au nombre d'habitants par wilaya? Par exemple, un représentant par 100 000 habitants. C'est compliqué parce qu'il faut trouver le représentant. Il faut des préélections. Aux régions de choisir. Il faut des primaires. Oui. Et ça demande une installation, ça demande énormément de logistique. Il faut une direction. Ça demande une logistique. Ça demande une logistique pour organiser des élections, des primaires, etc. On l'a vu en France déjà, où dans un parti politique, pour faire des primaires, ce n'est pas facile. Alors à l'échelle nationale, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut faire confiance à nos élites qui n'ont jamais été mouillés. Et je répète que ceux qui seront désignés là pour liquider les affaires courantes, ils doivent s'engager par écrit à ne pas se présenter aux élections. Ils doivent s'engager à ne soutenir aucun candidat, de façon à ce qu'il reste totalement neutre. Et il faut un temps vraiment réduit, de 6 mois à 1 an au maximum. Et il est possible de conduire tout à fait l'Algérie dans ces termes-là. Du moins dans une première étape. Et de préparer, évidemment, à ce moment-là, des élections libres. Moi, personnellement, et nous sommes plusieurs milliers, peut-être millions d'Algériens à le penser, il faut dissoudre les partis de la coalition. RND, FLN, TEJ et les autres les partis de la coalition présidentielle doivent être dissous. Comme ils disent dans les réseaux sociaux, le FLN au musée. Absolument. Avec ce qu'il y a de bon et de mauvais. Absolument. Ça veut dire avec Ben Mehdi ou le Dabbas. Oui. Et le RND à la poubelle. Oui, oui, absolument. C'est juste pour vous dire, je reçois une information là, elle vaut ce qu'elle vaut. Selon des informations dont je dispose, le palais de l'Élysée serait submergé d'appels téléphoniques d'Algériens et de Franco-Algériens qui demanderaient au président Macron de ne plus soutenir le président Bouteflika. Et donc voilà, l'Élysée qui se transforme en HUG, hôpital universitaire de Genève. Hussein est en train de me confirmer à l'oreillette que c'est bien le cas. Voilà, donc par rapport à ce qui risque d'arriver, oui. Évidemment, moi je souscris en grande partie à ce qu'a dit Hassan. Il faut à tout prix que le FLN soit remisé, qu'il soit remis à ses vrais propriétaires qui sont l'ensemble de la nation algérienne. Le RND, on connaît tous les conditions qui ont présidé à son éclosion, avec le général Betchin qui était à l'époque un membre influent de l'armée. TEJ et compagnie, pour moi, et le MPA de M. Benyoulin, c'est très très marginal. Le souci, c'est quoi? C'est que nous avons une société civile, nous avons des corps intermédiaires qui ne sont pas clientélisés. L'architecture qui va arriver, elle est trop technique pour que nous puissions en débattre ici, parce que ça renvoie à des problèmes carrément organiques. Et ça risque de léser pas mal de monde. Par contre, ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'il y ait certains jeunes qui manifestent aujourd'hui, qui, dans le cadre de leurs rencontres dans leur quartier, dans leur commune, dans leur daïra, puissent sécréter 1 à 2 ou 3 compétences. Et ces gens-là mériteraient amplement de figurer dans ce futur Sénat qui serait à même de présider à la Constitution, la nouvelle Constitution algérienne. Voilà. Je vais revenir à vous. Mais ce que je voulais dire, M. Benchounouf, oui. c'est important. Le 18 avril au soir, le président Bouteflika n'a aucune légitimité constitutionnelle. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Et je vais revenir à vous dans un instant après avoir posé une question à Christophe Oberlin pour vous demander de nous dire ce qui va se passer le vendredi prochain, qui promet d'être encore plus important que le vendredi qui vient de passer. Christophe Oberlin, à votre avis, comment faire pour inverser la vapeur entre l'Algérie et la France, pour rétablir des relations plus saines entre les deux peuples, sur la base d'intérêts bien compris, d'intérêts réciproques? Comment faire pour aller les uns vers les autres et mettre fin à ce schéma de chasse gardée que reste l'Algérie dans la tête de certains, j'allais dire, excusez du terme, néocolonialistes. Vous avez prononcé le mot peuple. Je ne crois pas qu'il y ait d'antagonisme aujourd'hui. Je crois même que c'est le contraire. Je crois qu'au niveau populaire, il n'y a jamais eu autant de liens d'amitié qui sont liés à l'histoire, à la rencontre. Le débat qu'on a ce soir ici en français en est un exemple. Donc je crois que les peuples sont très, très étroitement associés et que ce peuple n'est pas représenté dans les décisions qui sont prises de part et d'autre. Alors, j'ai évidemment aucun conseil à donner, mais j'observe ce qui se passe en Algérie, j'observe maintenant depuis près de 20 ans ce qui se passe en Palestine et en particulier à Gaza, et j'observe toutes les solutions que tous ont imaginées
Alors, bien entendu, on rêve effectivement de corps. Vous avez parlé des avocats, qui d'ailleurs ont fait des démonstrations qui ont été saluées internationalement. Même les magistrats. Les magistrats. Mais là aussi, je voudrais faire une restriction. Dans ma modeste expérience de 40 ans de médecine algérienne, la corruption, elle est aussi dans la médecine. Elle est aussi dans les... Elle est partout, vous voyez. Autrement dit, effectivement, on peut rêver. Est-ce qu'on peut dire ce métastase? Voilà, c'est un site jusqu'au bas, je dirais presque jusqu'au brancardier qui fait passer la radio en mettant le malade dans l'ascenseur et qui le fait payer à la sortie. Bon, c'est un exemple. Donc, c'est, bien entendu, c'est quelque chose dans un sens dans lequel il faut travailler. En Palestine, pareil, on a essayé par en haut de trouver, on essaye, et finalement, ce qu'on refuse et qui n'arrive pas, eh bien, c'est de remettre la parole au peuple, c'est de dire d'aller à des élections. Alors, bien entendu, on nous explique que depuis 25 ans, il était impossible en Algérie que de véritables partis politiques éclosent avec une véritable représentativité. Vous proposez de mettre tous ces partis au placard. On observe aussi que les partis souvent changent de nom. À l'occasion du changement de nom, de changement de statut, les partis se modifient. Les partis sont comme les espèces. Elles se modifient, elles se transforment ou elles disparaissent. Donc voilà. Je crois en tout cas que la meilleure façon, comme ça a été dit tout à l'heure, de faire que les gens s'impliquent, que les gens du terrain s'impliquent, c'est de commencer par des élections municipales. Des élections municipales, elles diront tout de suite finalement quelle est la grande tendance en Algérie, que représentent les grands mouvements de 90, est-ce qu'ils sont toujours présents, est-ce qu'ils sont différents? Il ne faut pas oublier, je regrette de le dire, mais c'est important. Mais les municipales en Algérie, généralement, ce sont des élections relativement honnêtes. Parce que, pourquoi pas commencer par ces élections-là? Mais le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Tant que c'est l'équipe actuelle au pouvoir qui va organiser les élections, il y aura fraude. Voilà. Parce que la fraude est dans les gènes véritablement de ce pouvoir. Je crois que les millions d'Algériens qui ont été dans la rue ces jours-ci sont capables de contrôler une fraude dans un bureau électoral. Ils sont dans un esprit entier, vous avez pas des d'élection. Scrutateurs, vous avez du Pour monde, le moment, ils sont dans pas d'élection dans les conditions actuelles. Mais... Alors, je voulais vous dire, les handicapés. Vous savez, Christophe Aubernin, pour bien connaître l'Algérie, que les handicapés en Algérie, qui se comptent par millions, on ne connaît pas le vrai chiffre, c'est un chiffre secret, tenu secret, qui oscillerait entre 2 millions et 6 millions. Tout handicap confondu, hein, et tout niveau d'handicap confondu. Alors, les handicapés en Algérie, y compris ceux qui sont à 100% d'handicap, ne perçoivent que 4 000 dinars par mois, l'équivalent de 20 €. Alors, ils s'apprêtent à sortir massivement ce jeudi, une journée avant le vendredi, et à ressortir le vendredi pour manifester, pour revendiquer leurs droits. Sinon, comment voyez-vous la marche du vendredi prochain? Est-ce qu'elle va bien se passer comme les autres vendredis? Est-ce qu'il y a risque de dérapage avec ces nouvelles décisions de M. Bouteflika ou des décisions qu'on prête à M. Bouteflika? Moi, j'ai confiance en les Algériens. Je pense qu'ils vont se mobiliser massivement parce qu'ils sont déterminés, résolus à changer de système, un système qui les a toujours broyés, un système qui les a toujours exclus, un système qui les a toujours marginalisés. Je pense que les Algériens, aujourd'hui, veulent du neuf. Hassan, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne vont pas marcher sur du vague, comme ils l'ont déjà fait. Oui. Là, il y a pas des propositions, il y a des oukases. On nous dit, il n'y a pas d'élection, Bouteflika ne se présente pas, mais il reste à la tête de l'État, qu'il désigne je ne sais pas comment on l'appelle, une conférence, et qu'il a nommé un nouveau gouvernement et qu'il a créé un nouveau poste de vice-ministre pour Ramtan Lamamra, qui était son directeur de campagne aux États-Unis. Tout ça, c'est pour gagner du temps. Tout ça, c'est pour, jeter de la poudre aux yeux. Mais on voit bien la réaction immédiate des Algériens, c'est qu'il y a énormément de manifestants qui sont sortis dans la rue, à la fois pour crier leur joie parce qu'il y a Bouteflika qui a fait un message épistolaire disant qu'il ne se représentait plus au 5e mandat. Mais maintenant que les Algériens constatent qu'en fait, il a un 5e mandat. Il a seulement sans être élu. Voilà. Il a annulé les élections, mais pas le 5e mandat. Absolument. Et donc, ils vont sortir dans la rue massivement, encore plus nombreux.
Et donc, moi ce que je dis, et je crois que je ne suis pas le seul, la responsabilité de Gaïd Salah est engagée. C'est lui qui détient la véritable solution. C'est cela que je voulais personnellement Oui, entendre. C'est parce que c'est la pure vérité. Mais bien c'est sûr. Gaïd Salah qui est la clé Bien aujourd'hui, sûr. Et les Algériens en le bon savent. ou en mauvais. Tout à fait. Oui, Le mot de la fin d'ailleurs. oui, le mot de la Moins fin. de 2 minutes. Moi, j'ai reçu quelque chose qui m'a fait rire là. Et c'est une petite image sur un réseau social où ils disent à M. Bouteflika, on joue les prolongations quand il y a match nul. Mais hélas, le peuple a déjà gagné. Donc il n'y a pas de prolongation Quelle belle possible. image. Ça, c'est pour le côté un peu trivial. Concernant ce qui doit arriver, d'abord, il faut appeler toute notre jeunesse, toute la population algérienne à ne pas répondre aux provocations. Nous sommes dans une stratégie d'affrontement qui doit être, de tension et d'affrontement larvé. Ça peut provenir par des baltadjia, comme on dit chez nous, qui sont payés pour perturber, provoquer. Et nous connaissons, nous, en tant qu'Algériens, dès qu'il y a un regard qui ne va pas très fort, dès qu'il y a... Et donc, il faut appeler toute la jeunesse et toutes les populations qui vont marcher à de la sérénité, qu'il y ait un service d'ordre, que ce soit bien organisé. Et rester aussi sur les deux fondamentaux. Pour cette histoire de 5e mandat, ça apparaît réglé, mais dire que le système lui-même va s'auto-liser, c'est-à-dire s'auto-détruire en proposant des solutions qui ne correspondent pas du tout aux aspirations et de la jeunesse et de toutes les générations que constitue le peuple algérien. Et l'armée, est-ce qu'au sein de l'armée, il ne va pas se produire une réaction de salubrité publique, j'allais dire, pour rejeter cette tendance au suicide de tout le pays? Il n'est pas interdit de penser que l'armée, à un moment ou à un autre, la dialectique pouvoir incarnée par le président de la République versus les populations qui marchent, avec l'accord de l'armée, dans un accord tacite, ça paraît évident, d'autant que quand on lit la déclaration du chef d'état-major, M. Gaïd Salah, qui dit qu'il y a une vision commune entre le peuple et l'armée. Oui. Mais qu'est-ce qu'il attend, M. Salah Gaïd? Qu'est-ce qu'il attend? Vous savez, cette Qu'est-ce qu'il attend? C'est une question que vous lui posez. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend quoi? Moi, je lui dis carrément que l'honneur de l'armée est engagé. L'honneur, la dignité, j'irai tout à fait, parce que en 63, c'est l'armée qui est intervenue pour confisquer l'indépendance. Mais En 1965. vous appelleriez un coup d'État? Non, pas du tout, c'est pas ça que je dis. Là, il n'y a même pas lieu de faire un coup d'État parce qu'il n'y a plus de pouvoir. Non, et le gouvernement actuel, ceux qui représentent l'État actuellement, ils sont dans l'illégalité la plus totale. Et donc, autant l'armée est intervenue pour de sales coups dans le passé, 63, 65, 91, etc. En 99, 2008, quand 2001, absolument, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, il faut que l'armée, aujourd'hui, réfléchisse. Il faut qu'il y ait véritablement un dialogue entre officiers et se disent comment sauver l'honneur de l'armée, la dignité. Empêcher leur armée, leur institution, puisqu'ils l'appellent comme ça, de soutenir un régime illégitime. Au Portugal, c'est l'armée qui a ramené la démocratie. De se mettre en Grèce, c'est l'armée. En Grèce, c'est l'armée qui a mis fin à la Grèce des colonels. Au Portugal, au Brésil, au Chili, en Argentine, dans énormément de pays, c'est l'armée qui a ramené la démocratie et qui a passé justement. Qui a donné les clés aux civils 5 pour secondes, instaurer la démocratie. On nous demande l'antenne. 5 secondes. Oui, mais par rapport à l'armée, l'armée est dans une séquence historique où elle gagne l'honneur et qu'elle peut éventuellement effacer ce qu'elle n'a pas fait de bien depuis une soixantaine d'années. Et c'est à cette question-là que l'état-major doit répondre. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci Hassan Hirsch, merci Dirun Nouren, merci Hazin Zalani. Merci Christophe Oberlin, merci Saad Bouakba, même si nous n'avons pas pu le rappeler pour un problème de son. Nous n'avons pas pu joindre Zoubida Souli Ali Benouari et nous nous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, après la khair, bislama. في الحرب نذل
是